bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie, le centre du Québec et maintenant Lanaudière, tel que rapporté par les médias, le Val-Ouest, Radio-Actine et CFNJ. Donc, cette semaine, ma chère collègue Julie Duhamel n'est pas des nôtres, donc je vais faire sa portion des nouvelles pour le Val-Saint-François. Allons de l'avant avec l'essentiel. Le conseil municipal de Saint-François, Xavier de Brompton, a été élu sans opposition pour le mandat 2025-2029, une situation jugée quasi historique par le maire Alexandre Roy. Selon lui, cette absence de compétition témoigne de la satisfaction des citoyens envers l'administration sortante. Les conseillers Carl Frappier, Claude Paulin, Cheryl Labrie, Michel Frappier ont été réélus automatiquement, tandis que Jordan Mador et Renan Lapierre rejoignent le conseil pour combler les postes de district 4 et 6. M. Roy souhaite poursuivre le travail amorcé sous le mandat de l'ex-maire Adam Rousseau en maintenant l'écoute des citoyens, l'amélioration des services et la responsabilité budgétaire dans une optique de développement durable et de bien-être collectif, tout en remerciant René Lapierre pour son engagement. L'organisme agricole invite 10 écoles primaires à se joindre gratuitement à son programme L'agroalimentaire s'invite à l'école, déjà présent dans 45 établissements à travers le Québec, en rejoignant plus de 9000 élèves. Ce projet éducatif transforme les cours d'école en potager pédagogique où chaque classe, de la maternelle jusqu'à la 6e année, explore une thématique liée à l'alimentation, à l'environnement et aux saines habitudes de vie. Les activités axées sur le jardinage, la cuisine et le compostage stimulent la curiosité, la coopération et la conscience écologique. La directrice Julia Grenier souligne que ces expériences aident les enfants à développer des habiletés sociales et techniques tout en cultivant un lien avec la nature. Les écoles intéressées ont jusqu'au 16 janvier 2026 pour poser leur candidature. L'École Notre-Dame de Bon Secours a remporté pour la région de l'Estrie la grande récompense du défi Pierre Lavoie parmi plus de 1600 écoles participantes au Québec. Les 95 élèves ont accumulé des cubes énergie du 28 avril au 19 mai en s'activant à l'école et à la maison. Le 23 septembre, une équipe d'animateurs est venue offrir un avant-midi d'activité physique et ludique à la salle communautaire en raison de la pluie. Les élèves ont participé à des parcours, à des danses et des jeux en compagnie de la mascotte Cubique et ont reçu des chaussures sport, des bandeaux et cubes empilables. La directrice Tania Desmarais-Tardy a souligné l'implication de Cynthia Morin, ex-enseignante d'éducation physique, et la fierté d'une école qui valorise la santé, la persévérance et l'esprit d'équipe. L'Association des auteurs et des auteurs de l'Estrie, forte de ses 325 membres, célèbre la vitalité littéraire régionale en dévoilant les finalistes de ses 4 prix 2025. Le prix Alfred Desrochers honore la création littéraire. Marie-Claude Lepalme, Olivier Leroux-Picard et Catherine Saint-Germain sont en lice. Le prix Alphonse Desjardins, remis pour un essai ou une biographie, compte parmi ses finalistes le Richemondais Dominique Fontaine-Lasnier pour le legs d'un philosophe amateur, aux côtés d'Antonin Marquis et Nathalie Platte. Le prix Suzanne Pouliot et Antoine Sirois célèbrent la littérature jeunesse avec Jean Brodeur et Valérie Desrochers, Véronique Grenier et Robert Soulière. Et enfin, le prix Estrien de littérature grand public met en avant Hervé Gagnon, Élise A. Héroux et Céline Savoie. Les lauréats seront dévoilés le 17 octobre suivant au Salon du livre de l'Estrie. Le projet Bio-locaux des cantons, coordonné par le réseau des fermiers-fermières de la famille, amorce sa 3e saison en Estrie. Lancé en 2023, ce programme d'agriculture soutenu par la communauté vise à prouver qu'il est possible de manger local même en hiver, tout en soutenant les fermes régionales. Une vingtaine de producteurs biologiques estriens s'unissent pour offrir de novembre à mai des paniers d'abonnement contenant des fruits, légumes et œufs. Grâce à des techniques agricoles innovantes, plus de 30 produits frais ou de conservation sont proposés, incluant verdure et racines. Les 18 points de livraison, répartis dans plusieurs villes de l'Estrie,
favorise une communauté conviviale entre abonnés et producteurs. Une initiative durable, locale et humaine, symbole de solidarité alimentaire hivernale. La MRC du Val-Saint-François annonce des travaux de réfection sur le sentier de la vallée, reliant Richmond à Danville via Cleveland, à compter du 15 octobre 2025. Ces travaux visent à remplacer un ponceau affaissé et à sécuriser définitivement une portion du sentier multifonctionnel, utilisé par les piétons et les cyclistes l'été et les motoneigistes l'hiver. Un effondrement survenu les dernières années avait nécessité des réparations temporaires en 2024 pour rétablir la circulation. Le chantier, prévu pour environ 2 semaines, débutera après la fermeture du réseau cyclable et durant cette période, aucune circulation ni détour ne seront possibles. Ces travaux permettront d'assurer une reprise sécuritaire du passage des motoneigistes dès l'hiver 2025-2026, garantissant la pérennité du sentier. L'artiste peintre et illustratrice Jessica Ruel, originaire de Granby, entretient depuis plusieurs années une collaboration inspirante avec Valco 2030. Connue pour son style coloré, proche de la bande dessinée et son approche inclusive, elle participe à divers projets communautaires visant à créer des ponts entre générations et cultures. À travers le dessin, elle favorise le dialogue entre nouveaux arrivants et citoyens, accompagne des élèves dans des projets d'autoportrait et contribue à des initiatives d'intégration et de réflexion identitaire. Considérée comme une des artistes chouchous de Valco 2030, Jessica partage avec l'organisme des valeurs d'ouverture et de partage. En 2024, elle a aussi participé à l'exposition itinéraire Bien-traitance, abordant la violence organisationnelle et la dignité des aînés. Ses projets en Estrie et en Montérégie continuent de rayonner. Les Jardins Racines, fondés par Philippe Descoteaux-Barrette, ont célébré leur 2e année d'existence avec une rétrospective vibrante, ayant attiré plus de 700 visiteurs et 80 artistes. L'événement a mis en valeur la diversité des disciplines, musique, art, visuel, design, littérature et art culinaire, dans un esprit de création partagée et d'écologie artistique. Situé en pleine nature, le centre favorise les échanges entre générations et la recherche inspirée par la forêt et les lacs environnants. En 2024, 8 résidences laboratoires de sessions musicales et la venue d'artistes nationaux et internationaux ont marqué l'année. Les partenariats avec le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et la Maison de la culture de Racine enrichissent la mission du lieu, qui prévoit une galerie en ligne et des nouvelles activités pour 2026. La municipalité de Lawrenceville vivra une rare course à la mairie, opposant le maire sortant d'Éric Grilly au conseiller Éric Bossé, sur fond de déficit budgétaire causé par la faillite d'un locataire du motel industriel municipal. Policier à la retraite, Grilly, en poste depuis plus de 8 ans, souhaite compléter ses projets avant de céder sa place. Il met de l'avant la rigueur budgétaire et la continuité des projets communautaires et d'infrastructures. Bossier, lui, conseiller depuis 16 ans et président du comité des relations de travail chez BRP, prône un renouveau axé sur le développement domiciliaire, la diversification des revenus et le soutien à l'école primaire. BRP devient d'ailleurs un nouveau locataire du motel industriel, stabilisant les finances locales. 2 autres postes de conseillers seront aussi en élection. Et maintenant pour les sports et événements. Il y aura un souper bénéfice bière et saucisses samedi le 18 octobre à 17h à Saint-François-Xavier de Brompton. Les profits iront pour financer 2 projets. Le premier, Laura Côté-Collin, étudiante universitaire, qui s'illustre sur la scène canadienne du volleyball de plage et qui est pressentie pour les prochains Jeux olympiques, et Mme Julie Dubois, qui a incité la Direction de la santé publique de l'Estrie d'effectuer une étude qui déterminera si les nombreux cas de SLA identifiés dans la région ont un ou des dénominateurs communs. Les billets sont disponibles auprès des loisirs de Saint-François-Xavier de Brompton. La 3e édition de la Grande Marche de 5 km à Sainte-Claude se déroulera samedi le 18 octobre. Le départ se fera au camping des Baies. L'accueil des participants se fera à 9h30 et le départ est prévu pour 10h30 AM. Lundi, le 20 octobre, vous pourrez visiter l'église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle à partir de 18h.
Une visite qui vous fera découvrir des traditions et des objets patrimoniaux. Et maintenant pour les nouvelles d'Actonville. En raison de la grève de Poste Canada, les électeurs des districts 1, 5 et 6 à Actonville recevront leurs cartons électoraux par l'entremise des employés municipaux attitrés aux élections municipales de 2025. La Ville a fait cette annonce alors que 3 districts font l'objet d'une élection régulière, les autres postes étant pour leur part déterminés par acclamation. Les cartons seront distribués dans des petits sacs déposés directement aux résidences des électeurs. Dans le cas des immeubles à logement ou des condos, les sacs seront laissés à l'entrée principale. Pour toute question, les électeurs peuvent contacter le bureau de la présidente des élections d'Actonville au 450-546-2703, poste 102, ou par courriel à claudine.babineau@ville.actonville.qc.ca. La municipalité d'Upton rappelle aux citoyens la date limite pour l'installation obligatoire des compteurs d'eau. Conformément au règlement municipal, tous les bâtiments raccordés au réseau de distribution d'eau potable doivent être équipés d'un compteur d'eau. Tout manquant à cette mesure entraînera des sanctions variant de 100 à 300 $ pour une première infraction et jusqu'à 1 000 $ en cas de récidive. Pour amorcer le processus d'installation, les citoyens sont invités à consulter le site Internet ou les réseaux sociaux de la municipalité afin d'y trouver la liste complète des démarches à suivre. La date limite de conformité au règlement est fixée au 1er janvier 2026. Le risque d'incendie évalué par la SOPFEUR a été revu à la baisse jeudi le 9 octobre. La Montérégie, le centre du Québec et l'Estrie étaient en avertissement extrême en début de semaine en raison de températures plus chaudes qu'à l'habitude pour cette période de l'année, combinées à l'absence de précipitations et à la chute du feuillage d'automne. Les interdictions de feu à ciel ouvert demeurent toutefois en vigueur sur la majorité du territoire québécois. Pour plus d'informations sur les interdictions en vigueur et les mesures de prévention en place, rendez-vous sur sopfeu.qc.ca. 160 employés de Beaulieu Canada à Actonville sont en grève. Les travailleurs, représentés par l'Union des employés de services, section locale 800, réclament des négociations de bonne foi avec l'employeur. Les deux parties sont en négociation depuis octobre 2024, sans réel progrès selon les employés. Lors d'une assemblée le 27 septembre dernier, 100 des travailleurs ont voté en faveur de moyens de pression auprès de Beaulieu Canada. Un médiateur du ministre du Travail est également impliqué dans le dossier depuis février 2025, alors que les 23 rencontres entre les deux parties n'ont pas permis d'avancées significatives. Beaulieu Canada est une entreprise spécialisée dans les couvre-planchers. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec a tenu la célébration de sa 61e promotion, les 27 septembre et 4 octobre dernier à Saint-Hyacinthe et à la Pocatière. Laurence Plourdinel au campus de Saint-Hyacinthe et Laurie Breton au campus de la Pocatière ont tous deux reçu la médaille de la gouverneure générale du Canada pour des résultats exceptionnels durant leurs études. Plusieurs autres étudiants ont également reçu la médaille d'excellence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. L'ITAC a aussi célébré le succès d'anciens étudiants qui se sont distingués dans leur domaine suite à leurs études. L'Institut a profité de l'événement pour rappeler l'importance du secteur agroalimentaire dans la collectivité québécoise. Un incendie d'origine suspecte a complètement détruit la maison Marie-Reine des Cœurs, un bâtiment vacant du domaine des Pères Montfortin à Drummondville. Les pompiers sont intervenus peu après 21 heures, mobilisant une cinquantaine d'éleurs, dont ceux de Saint-Cyril-de-Wendover, pour contenir le brasier. La structure est désormais instable, mais aucune victime n'a été signalée. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête criminelle afin de déterminer les causes de l'incendie. Et la Ville de Drummondville avait récemment annoncé la démolition prochaine du bâtiment dans le cadre d'un projet de requalification du site. L'immeuble, reconnu pour sa valeur patrimoniale, était à l'abandon et attirait fréquemment des personnes entrant sans permission. La Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins tient à rappeler aux citoyens les nouvelles consignes concernant la gestion du recyclage dans la région. Les contenants, emballages et imprimés sont maintenant acceptés dans le bac de récupération, c'est-à-dire fini le temps où il fallait chercher les logos de recyclage
ou retirer les pellicules de plastique avant de déposer les articles dans le bac vert ou bleu, selon votre endroit. Voici quelques exemples d'éléments désormais acceptés. Sac de croustilles, emballage de médicaments, capsules de café vide, contenant de verre et bien plus encore. Donc, les exceptions à cette règle sont les produits suivants: les produits aérosols, le polystyrène d'emballage et les plastiques compostables. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.riam.quebec.ca. Avec la période d'inscription électorale terminée au Québec en vue des élections de novembre, voici le portrait de la situation dans la municipalité de Saint-Dominique. Le maire sortant, Hugo McDermott, sera élu sans opposition à la tête de la municipalité. M. McDermott est en poste depuis les dernières élections de 2021. La seule campagne à Saint-Dominique aura lieu dans le secteur centre pour le siège du district 3, entre la conseillère sortante Irène Drouin-Dubreuil et la candidate Marie-Josée Beauregard. Le secteur du noyau villageois aura un nouveau conseiller avec l'arrivée de Patrick Manlot, qui sera élu sans opposition. Les autres sièges reviendront aux conseillers municipaux sortants de retour pour un autre mandat. District 1, secteur ouest, Lydia Richer. District 2, secteur rang 7 et rue Boucher, Stéphanie Lambert. District 4, secteur nord, Jean-François Morin. District 6, secteur rang 9, plage au sable et brûlé, Mélissa Lucier. Et voici la situation de la campagne électorale du canton de Roxton en date du 7 octobre dernier. Aucune réelle campagne n'est au programme pour l'instant au canton. Le siège de maire et les 6 postes étant incontestés pour le moment. Le maire sortant, Stéphane Beauchemin, se présente au poste de maire. Il s'agirait d'un deuxième mandat pour M. Beauchemin, qui a succédé à Stéphane Bourgard. Pascal Richard convoite à nouveau son siège au poste 1 à la suite du dernier mandat. Stéphanie Ménard est un nouveau visage qui se présente au poste 2. Même scénario pour Dominique Châtelain au poste 3, Isabelle Nadeau au poste 4 et Tony Martel au poste 5. Le conseiller sortant, Éric Bourgard, est également de retour comme seul candidat au siège du poste 6. Et voici maintenant le portrait de la situation à Béthanie en date du 8 octobre dernier. Christian Perry sera élu maire sans opposition, alors que Benoît Fournier, qui avait succédé à Michel Côté en juin 2024, ne se représente pas à la mairie. Producteur laitier, M. Perry est conseiller municipal depuis février seulement. Son père, Claude Perry, a été maire de Béthanie au début des années 2000. Seul le siège du district 6 sera en campagne avec 2 candidats. Patrick Brien fera campagne contre Audrey Guillemette. Et pour les autres postes, poste 4, le maire sortant Benoît Fournier serait élu sans opposition, la candidate Jacinthe Demers s'étant retirée. Poste 1, Louise Perrault, seule candidate. Poste 2, Alexandre Arpin, seul candidat. Poste 3, le conseiller sortant Ghislain Privé briguera un autre mandat. Poste 5, Bruno Saint-Germain, également le seul candidat. Et maintenant pour les sports et événements. Les Castors ont remporté le match ultime de la finale de la LBMQ par la marque de 5-3 face au Cactus de Victoriaville, lundi le 6 octobre. Les 4 erreurs défensives du Cactus auront finalement coûté cher aux champions en titre, qui ont laissé filer la rencontre en début de 5e manche. Marcos Encarnacion des Castors signe la victoire au monticule, ainsi que le titre de joueur par excellence des séries éliminatoires. Abraham Lopez obtient, lui, le sauvetage, tandis que le lanceur René-Dave Pelcha subit une défaite crève-cœur pour le Cactus. Il s'agit d'un 2e championnat en 3 ans pour les Castors, qui affronterait le Cactus en grande finale pour une 3e saison consécutive. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe de la M18 AAA disputaient le match des étudiants le 8 octobre au stade LP Gaucher face aux cantonniers de Magog. La formation d'Alex Perron est allée chercher une victoire importante de 4-3, leur 4e de la saison. Dans le gain de son équipe, Malik Desrochers a marqué son 6e et 7e but de la saison, en plus de mériter la première étoile du match.
Les Gaulois profiteront maintenant d'une pause jusqu'au 17 octobre, alors qu'ils seront de retour à l'action à 19h05 pour affronter les Grenadiers de Châteauguay. Le bataillon de Saint-Hyacinthe a réussi à arracher un point aux champions en titre de la LNAH jeudi le 9 octobre. Les hommes de Dominique Lapensée tiraient de l'arrière 3-0 à la mi-match et ont marqué 3 buts pour forcer une période supplémentaire. Alexandre Fortin est venu clore le débat en prolongation avec le but de la victoire pour les Éperviers. La formation mascoutaine sera de retour sur la glace pour affronter le National de Québec au stade LP Gaucher. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région. Et enfin, CFNJ, la station de radio de la région de Lanaudière, dont la mission principale est l'information régionale. Et maintenant, pour les informations de Lanaudière, fournies par notre nouveau collaborateur, nul autre que la radio CFNJ. Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie, blâme le gouvernement pour son intervention dans le dossier de Poste Canada. Selon M. Sainte-Marie, le gouvernement s'est immiscé brutalement dans les négociations en imposant des conditions de distribution du courrier, ce qui a engendré une grève générale des salariés. Il y aura un impact réel sur l'ensemble de la population qui affectera particulièrement les aînés et les personnes à risque. Outre l'installation de boîtes aux lettres communautaires qui sera problématique pour les gens qui ont peine à se déplacer, la distribution des médicaments à l'extérieur des grands centres sera mise à mal. C'est sans compter les impacts sur les PME qui menacent maintenant de se tourner vers d'autres modes de livraison de colis. Une véritable course à 2 équipes se poursuit dans le cadre de l'élection municipale à Lavaltrie. Alors que le maire sortant, Christian Goulet, est fier de son bilan, son adversaire, Joël Latour, dénonce notamment ce qu'il qualifie de hausse trop drastique du compte de taxes des contribuables de ces dernières années. Lavaltrie est l'une des rares villes lanaudoises où l'équipe du maire sortant est confrontée à de l'opposition. C'est le gouvernement qui déterminera en bout de ligne si le projet d'agrandissement du site d'enfouissement technique de Saint-Thomas pourra aller de l'avant. La Commission de protection du territoire agricole a dit non au projet de dépôt Rive-Nord, une filiale d'EBI. La CPTAQ recommande de développer davantage le site situé dans la MRC d'Autrey, qui a déjà fait savoir qu'elle ne modifiera pas le zonage agricole. Le projet devra être soumis à une audience du pape qui prendra la décision finale. Le maire et candidat pour un autre terme à la préfecture de la MRC de Joliette, Pierre-Luc Belrose, rappelle que le site actuel sera rempli d'ici 6 à 8 ans. Il affirme que le projet d'agrandissement du site d'enfouissement de Saint-Thomas n'est pas tout à fait mort malgré une décision défavorable de la Commission de protection du territoire agricole. La course à la préfecture de la MRC de Montcalm oppose le préfet sortant Patrick Massé au journaliste Gilles Dubé. On rappelle que la MRC de Montcalm est la 2e dans la région où la préfecture fait l'objet d'un suffrage universel. En Matawini, Isabelle Perrault a été élue sans opposition. Pour M. Massé veut poursuivre son travail auprès des communautés de la MRC de Montcalm après un premier mandat de 4 ans. Quant à Gilles Dubé, il indique que c'est à la suite des rencontres avec des citoyens et des décideurs qu'il a développé un souhait de transparence et de partage d'informations concernant la MRC. Le jeune homme de 16 ans, arrêté à la suite d'un meurtre commis dans un parc de Terrebonne le 3 octobre, demeurera détenu jusqu'au 25 novembre. À cette date, devrait avoir lieu une enquête sur remise en liberté. Des accusations de meurtre au 2e degré, d'agression aggravée, d'agression armée et de possession d'une arme dans un but dangereux ont notamment été déposées. Des ordonnances de non-publication ont par ailleurs été rendues concernant à la victime du meurtre et ses proches, une autre victime ainsi que les témoins. Puis, la Couronne a déposé un avis d'intention de possiblement demander un assujettissement à une peine pour adultes.
Le projet de construction du nouveau centre d'amitié autochtone de Lanaudière, lequel sera situé juste à côté de la future Maison des aînés à Saint-Charles-Borromée, chemine. On rappelle qu'il s'agit d'un projet de l'ordre de 24 millions de dollars. La structure visible est pour le moins singulière avec ses formes circulaires et elle répond aux défis en lien avec les attentes de la communauté. Il accueillera notamment 24 logements, un CPE, des salles de rencontre, un espace culturel, un espace jeunesse et une clinique santé. On rappelle qu'une campagne de financement grand public est en cours dont l'objectif est de recueillir 3 millions de dollars. Les gouvernements municipal, provincial et fédéral sont aussi sollicités. À Saint-Paul, le projet de réfection du parc des Tourelles progresse. Depuis le début du mois de septembre, les travaux de la phase 1 consistent en la construction de nouveaux espaces skatepark et pump track. Les installations devraient être complétées à la fin de l'automne pour une inauguration officielle au printemps. D'autres aménagements sont prévus et la firme d'architectes Lachance et Associés de Saint-Ambroise de Kildare y est associée. Les travaux devraient être lancés à l'été ou à l'automne prochain. Depuis 1980, plus de 30 femmes d'origine atikamekw de Manawan ont subi une stérilisation forcée ou non consensuelle au sein du CISSS de Lanaudière, selon des informations révélées par Radio-Canada. C'est en novembre 2021 que 2 femmes atikamekw ont soumis des demandes d'action collective sous anonymat pour avoir subi une intervention chirurgicale ayant porté atteinte à leur fertilité. L'action collective a seulement été autorisée par la Cour d'appel du Québec en février 2024. Les femmes qui portaient plainte disent avoir subi l'opération vers l'âge de 25 ans ou voire même avant. Certaines affirment avoir subi une stérilisation à leur insu, tandis que d'autres évoquent avoir subi des menaces ou de la pression ou avoir reçu des informations trompeuses concernant la procédure. Des épisodes de vandalisme sont survenus à la mairie ainsi que sur le site du Parc Nature Émilinois à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Sur ces réseaux, la municipalité explique que des caméras de surveillance de l'accueil du parc ont capté un des individus en train de commettre son méfait. Si vous avez des informations au sujet des délits, vous êtes invité à communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141. La municipalité vous remercie de votre collaboration. Un cas de grippe aviaire est signalé à Saint-Félix-de-Valois. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a placé une partie de la municipalité en zone infestée et la totalité en zone de restriction. Les visites de prévention ont été interrompues sur les fermes avicoles et les visites d'inspection du service d'urbanisme sont aussi interrompues sur une ferme localisée dans un rayon de 10 km de la zone de contrôle. La durée d'interdiction peut varier de 8 à 12 semaines si la contamination est limitée à une seule ferme. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois est l'un des plus importants centres de production aviaire dans tout l'Est de l'Amérique. Plusieurs millions de poulets, poules et œufs sont produits annuellement. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Actine au www.radio-actine.com et également le www.cfnj.net. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.